Radio Fréquence Méditerranée. Il est 11h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, à un horaire où vous n'avez pas l'habitude de nous retrouver, mais si, nous sommes là aujourd'hui puisque nous avons de belles personnes avec nous aujourd'hui. Nous allons vous présenter une bande dessinée, vous allez voir. Mais tout de suite, mes invités, on va commencer par le grand rabbin de Monaco qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, monsieur Daniel Torgmans. Bonjour. Voilà, donc présent avec nous. Vous allez comprendre dans quelques instants le sujet, mais pour ceux qui nous connaissent, vous avez déjà vu l'annonce du sujet. Avec nous aussi monsieur Yvon Bertorello, auteur et scénariste de cette BD. Bonjour Jean-Luc. Bonsoir Yvon. Bonsoir, l'habitude d'être le soir, tu vois. Bonjour Yvon. L'habitude d'avoir nos interviews en direct le soir. Avec nous aussi Eric Stoffel, auteur et scénariste. Bonsoir, allais-tu dire. Bonjour à tous et toutes. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Voilà, il est avec nous aussi. Serge Coteau, scénariste. Bonjour Serge. Voilà, bonjour. Donc, et non présent, mais tout aussi important, Frédéric Alali et Michel Espinoza, les dessinateurs de la bande dessinée que nous allons vous présenter, et Bruno Pradel, qui est le coloriste. Alors, tout de suite, je voulais vous donner une belle intro. J'ai été récupéré dans cette BD que nous allons découvrir. Depuis 2 ans, Yvon Bertorello a entrepris de fouiller la géographie et l'histoire maralpine. Après avoir raconté la tempête Alex, puis le formidable élan collectif de reconstruction qui a suivi, il remonte le fil du temps pour évoquer la Seconde Guerre mondiale dans notre département. Avec ses complices, Serge Coteau, Eric Stoffel, présents ce matin, Frédéric Alali et Michel Espinoza, ils n'occultent rien de la noirceur de l'époque. La bande dessinée que nous allons vous présenter ce matin, parue chez Plein Vent, a un véritable dessein, celui de rendre justice à ces femmes et ces hommes qui, au péril de leur vie, de leur liberté personnelle ou de celle de leur famille, ont sauvé de la barbarie aveugle ceux qui n'étaient que coupables d'une seule chose aux yeux des nazis, être juifs. Ce matin, nous allons vous faire découvrir cette nouvelle BD, Les Justes parmi les nations. Voilà. Présentation de ce thème que nous allons aborder ce matin, et j'aurais voulu, pour commencer cette interview, bien sûr, qu'on resitue un petit peu l'histoire, bien sûr, cette histoire de la Shoah, de la solution finale à cette époque-ci de cette Deuxième Guerre mondiale, et j'aurais voulu que, Yvon, tu nous resitues un peu ce moment dans l'histoire avant d'aborder la BD. Moi, j'aurais voulu donner cet honneur à monsieur le rabbin, parce que ça paraît tout à fait logique, qui nous explique en quelques mots qu'est-ce que la Shoah et surtout le terme de juste parmi les nations. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un rabbin pour nous donner les explications sur ces deux expressions. Donc on lui laisse la parole. Bon, alors je vais commencer. Évidemment, c'est un grand chapitre dramatique de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui, à bien des égards, nous concerne toute l'humanité, bien sûr, et pas simplement la communauté juive ou les autres minorités qui ont été victimes, comme les tziganes, les handicapés, les homosexuels. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une entreprise très clairement orientée vers une sélection, pour ainsi dire, par Hitler, qui va déjà donc mûrir un projet qui sera exposé malheureusement, prophétiquement, dans son Mein Kampf, avec un putsch qui va être raté au début par Hitler, un fameux putsch de Munich, et puis les nazis accèdent démocratiquement, il faut le dire, au pouvoir dans les années 30, en 1933, et c'est là qu'une véritable politique raciste et autoritaire et bien sûr antidémocratique, une dictature va se mettre en place, et tous les opposants au régime, y compris à l'époque les communistes, vont être écartés méthodiquement. Et bien sûr, une haine obsessionnelle des Juifs va être au cœur de cette politique dirigée par Hitler et ses sbires, avec une propagande, avec une manière étrange, qui va étrangement réussir de rallier la population allemande, qui, je pense, ne devait pas être tous animés naturellement par cet antisémitisme, mais grâce au talent de Goebbels et d'autres, on va réussir petit à petit à créer un véritable engouement autour de cette volonté de sélection, de sélectionner uniquement ceux qui méritent de vivre et d'écarter ceux qui ne le méritent pas. Et puis on va donc avoir un regard diabolisant sur la communauté juive. Le juif est censé être derrière tous les complots, aussi bien
Ce qui est étrange, c'est que le virus de l'antisémitisme peut connaître toutes sortes de mutations. Aussi bien, on a accusé les Juifs d'être les banquiers, les capitalistes qui s'enrichissent. Et puis les nazis vont également les accuser d'avoir été les communistes, les socialistes. Alors je comprends, les Juifs étaient-ils de gauche ou de droite ? Eh bien, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour eux, qu'ils soient sous le visage du communisme ou sous le visage du capitalisme, le Juif est associé et diabolisé comme celui qui est derrière toutes les catastrophes que vit l'humanité. Cette manière d'avoir donc désigné un bouc émissaire va permettre bien sûr beaucoup de choses pour qu'on puisse asseoir, pour que le pouvoir donc nazi puisse bien sûr s'asseoir une fois qu'on a désigné des coupables. Alors on va petit à petit les écarter. Il va y avoir la fameuse, je vais un peu vite, mais j'ai commencé par cette introduction pour réfléchir à la manière dont les choses vont se mettre en place, comment une population peut être amenée à réfléchir différemment, comment peut-on manipuler les esprits. À une époque où on écoute beaucoup plus les médias, peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas de contre-pouvoir. Et donc, petit à petit, donc, les choses vont se faire. Il va y avoir donc la nuit de cristal en 1938, au cours de laquelle les synagogues vont être brûlées, les commerces juifs, les vitrines brisées. On connaît bien sûr ces photos. Il va y avoir les premières déportations, même si les opposants politiques, dès les années 30, vont commencer donc, à être écartés et déportés. Et puis, donc, bien sûr, l'horreur va petit à petit arriver lorsque, en 1939, en 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne, le pays qui comptait 3 millions de Juifs, vous le savez, eh bien, il va y avoir une véritable toile qui va s'étendre et qui va permettre aux nazis de dominer l'Europe à ce moment-là, petit à petit, l'invasion de tous les pays, jusqu'à l'invasion de la France pour ce qui nous concerne, avec la défaite de la France en 1940, et bien sûr la politique de Vichy, la politique de Pétain, qui va être dans ce que nous appelons la collaboration. Pétain, un ancien héros de la Première Guerre mondiale, et qui va, avec une équipe constituée, son directeur de cabinet, Pierre Laval et d'autres, vont collaborer avec Hitler et créer donc une nouvelle idéologie de révolution nationale, travail, famille, patrie. Dans cette époque, il va y avoir, et c'est peut-être maintenant je me permets d'introduire plus spécifiquement pour nous qui sommes en France, dans cette époque, il va donc y avoir l'émergence de deux grandes tendances, on pourrait le dire. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que mon père, qui était aussi un rescapé, qui était à Marseille en 1944, qui était lui-même un rescapé, je pourrais vous raconter dans quelles circonstances, eh bien, il nous disait quand il était enfant, avec son accent marseillais, quand il était enfant à l'école, il disait qu'il y avait deux groupes, ils avaient une partie de l'école contre lui, les fils de collabos, je cite, et ceux qui étaient par contre les fils de résistants étaient avec eux, lui et son frère. Comme ça, c'est ainsi que mon père me le raconte pour les années de l'immédiat après-guerre, lui qui est né en 1940 et qui a pu échapper miraculeusement. Alors, l'idée qui se passe, c'est qu'il y a donc deux courants. Et bien sûr, il ne faut pas schématiser. La majorité de la population ne devait pas avoir d'autres soucis que de pouvoir s'alimenter. Rappelons-nous des restrictions alimentaires et de la difficulté pour pouvoir vivre et continuer sa vie pendant ces années noires. Donc je serais vraiment juste en train de reprendre les deux grandes tendances qui vont émerger. Bien sûr, la tendance de ceux qui vont collaborer et la milice dont on a vraiment une idée très... malheureusement noire dès le départ, avec cette scène d'une femme près de la promenade des Anglais qui est en train de se faire devant les yeux de son fils, qui est en train donc de se faire ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la BD, c'est ce que vous êtes en train de présenter là. Absolument, et c'est l'une des scènes devant un public qui est passif, qui va être traumatisant. C'est traumatique pour Moussa Abadi, qui va être l'un des héros de cette bande dessinée. Je disais donc qu'il va avoir donc le visage noir, on pourrait dire, de la milice, de ceux qui vont collaborer, et puis à côté, tous ceux qui vont être très nombreux être dans la résistance, même des petits commerçants et des gens qui vont faire preuve d'humanité, et notamment également, il faut le dire, au niveau du diocèse de Nice, au niveau des sœurs, au niveau du monde catholique, il va y avoir un élan, je dirais, extraordinaire de gens qui vont faire preuve d'humanité vis-à-vis de leurs frères humains. Et moi, j'ai été vraiment très touché de lire tout ça à travers des images dans cette bande dessinée, de redécouvrir cette histoire. On va peut-être avoir l'occasion. Voilà, c'est pour ça. Donc, vous avez fait bien l'introduction. En fin de compte, c'est pour ça que je voulais qu'on resitue dans l'histoire cette BD, puisque cette BD va parler des justes parmi les nations. Et donc, c'est ce qu'on découvre, effectivement, mon cher Yvon, avec ton équipe, dans cette BD. Mais c'est juste. Le rabbin a fait une belle introduction.
Et ce qu'on pourrait compléter par ce terme de juste parmi les nations, c'est un terme qui est connu de nous maintenant, mais qui n'est pas forcément connu du grand public. S'il y a des justes parmi les nations, et le grand rabbin va nous dire d'où vient cette expression, qui est magnifique, et c'est parce qu'il y a eu cette Shoah. Donc la Shoah, c'est cette opération de faire disparaître complètement le peuple juif de la carte, de le rayer par tous les moyens. Et Dieu merci, au milieu de ces ténèbres, eh bien, il y a eu quelques dizaines de milliers de gens que l'on nomme justes parmi les nations. C'est un terme, un titre que j'aime beaucoup. Et monsieur le rabbin va nous dire d'où vient cette expression juste parmi les nations. Je profite de la présence exceptionnelle d'un rabbin dans cette émission. C'est vraiment, je crois que c'est la première fois que tu reçois. C'est la première fois, et effectivement on explique à nos auditeurs qu'on a décalé l'émission puisque demain c'est une fête pour la communauté juive. Très importante, voilà. C'est la fête de Purim. Voilà. Et donc l'interview à la base était voilà. calée demain, et donc on l'a décalé pour cette raison. Le rabbin ayant des obligations à la synagogue. Tout à fait normal, bien demain, sûr. On a avancé l'enregistrement de l'émission aujourd'hui. Donc juste parmi les nations, c'est pas un terme banal, c'est une expression qui est tirée d'un texte hébraïque. Je vous laisse dire en quelques mots d'où vient cette belle expression juste parmi les nations. Alors en fait en hébreu nous appelons en tout cas les justes parmi les nations s'appellent en hébreu chassidé umot haolam, peut-être aussi on pourrait le dire les pieux parmi les nations, tant il est vrai que au niveau de la pensée juive et de l'univers biblique, on pense qu'il y a 7 obligations que les nations, même ceux qui ne sont pas juifs, se devraient d'accomplir, parmi lesquelles ne pas tuer, ne pas voler, ne pas pratiquer l'idolâtrie, ne pas se montrer dans une attitude blasphématoire, et également on pourrait parler donc de certaines attitudes et pratiques qui sont interdites du point de vue du code biblique, telles que l'adultère ou l'inceste, les pratiques incestueuses, ou consommer la chair d'un animal vivant. Et bien sûr établir des tribunaux pour qu'il y ait une forme de justice. Alors ceux qui sont dignes parmi les nations et qui se montrent respectueux de ces obligations, finalement qui forment le socle de la morale humaine universelle, sont des gens qui méritent le statut de juste. Notre maître Maïmonide va même jusqu'à dire que ces personnes-là qui vont accomplir les 7 commandements de Noé, encore une fois qui comportent l'interdit évident, mais quand même pas toujours si évident, de ne pas porter la main sur son frère humain, de ne pas tuer, de ne pas le spolier. Toutes ces questions se sont posées de manière terrible pendant la guerre. Vous avez parlé de la fête de Purim. Je dirais qu'il y a un rapprochement que l'on peut vraiment établir. La fête de Purim, qui a donné donc le livre d'Esther dans la Bible, ou la pièce Esther de Racine pour la littérature française, et l'histoire aussi d'une solution finale, d'un projet de solution finale par un homme qui s'appelle Aman, et qui veut procéder aussi à la suppression pure et simple de tous les représentants, de tous les membres du peuple juif qui existait à l'époque dans l'Empire perse. Et finalement, cette entreprise va être déjouée miraculeusement, mais sans que l'on puisse voir cela comme un miracle, grâce à l'intervention de la reine Esther et de Mardoché. Vous pourrez lire ce passage dans la Bible qui est vraiment intéressant. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que là aussi, Esther va devenir reine et Mardoché va avoir les mots qui vont d'un coup créer une forme d'électrochoc. Lorsque Esther lui dit « Mais je ne peux pas aller plaider la cause de mon peuple qui est menacé d'extinction, parce que si je vais voir le roi alors que je n'y ai pas été appelé, je risque la mort. » C'était la règle dans cet empire qui était également animé avec certaines règles qu'on pourrait vraiment trouver très étranges. Et malgré tout, Mardoché lui dit « Mais tu crois t'en sortir ? Qui nous dit que tu pourras t'en sortir là où tu en es, là où tu te trouves aujourd'hui ? Et puis d'autre part, si le salut ne vient pas par toi, il viendra par quelqu'un d'autre. » Ces mots-là vont d'un coup déclencher une véritable réaction chez Esther, la reine Esther, qui va cesser d'être passive et va devenir décidément proactive. C'est elle qui va diriger un mouvement de mobilisation de la part de la communauté juive qui va se mettre à prier. Et puis de sa part, elle va aller plaider la cause de son peuple auprès du roi, qui finalement va écarter ce sinistre Aman. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que quand j'ai lu votre bande dessinée, j'étais saisi par la rencontre qu'il va y avoir entre un aumônier, justement, vous avez donc tout cela est tellement bien livré dans votre bande dessinée, un aumônier qui arrive du front de l'Est, du clergé italien, et qui va rencontrer Moussa Abadi, cet homme qui était originaire de Damas et qui devait avoir une très forte personnalité, un homme charismatique,
il va être rencontré par cet homme qui lui promet que ce qu'il dit n'est pas faux. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que des massacres sont en cours dans la partie de l'Europe de l'Est. On le sait aujourd'hui, bien sûr, grâce à beaucoup de travaux, notamment les fameux Einsatzgruppen, ces groupes armés qui étaient les premiers chargés d'aller liquider par balles, parce que le père Desbois a tellement... nous a permis d'avancer là-dessus, le père Desbois, la Shoah par balle, qui est en train d'être perpétrée par les Einsatzgruppen. On est peut-être même avant les fameuses chambres à gaz et l'industrie de la mort. D'accord, on a pu tuer de façon industrielle des millions de personnes, mais on ne le sait pas encore à ce moment-là en France. Eh bien, il va y avoir un sursaut de la part de Moussa Abadi qui va prendre des risques pour aller voir nul autre que Monseigneur Paul Raymond. Eh bien, il va trouver une écoute et une oreille bienveillante, plus que bienveillante de la part de Monseigneur Paul Raymond, dont on doit parler, qui va mobiliser donc des personnes au niveau du diocèse de Nice pour pouvoir sauver des enfants. C'est le but de Moussa Abadi. Excusez-moi, j'anticipe sur le récit, mais c'est juste pour vous dire qu'hier... On va aborder le scénario d'un moyen de suite. Hier, en lisant le texte, je me suis dit, mais c'est extraordinaire comme ça me fait penser à Esther, la reine Esther, qui au début n'ose pas, parce qu'on a peur d'aller contre le pouvoir, contre l'établissement. Eh bien, Moussa Abadi et d'autres, bien sûr, tout temps de résistants. Évidemment, là, on parle de Moussa Abadi qui était juif avec celle qui va devenir sa femme, mais il y en a eu d'autres, évidemment, qui ne l'étaient pas. Et bien sûr, des gens de quelle que soit donc, leur appartenance à la communauté juive, ou des gens qui étaient, donc, comme on va le voir dans la bande dessinée, issus de l'Église catholique, qui vont prendre des risques terribles à cette époque pour sauver la vie de ces enfants, qui vont aimer ces enfants, qui vont les entourer, alors que ces enfants sont tragiquement séparés de leurs parents. Alors pourquoi est-ce que c'était un risque? Parce qu'il fallait quand même avoir le courage d'aller voir un homme qui était une immense, à l'époque, était la grande autorité, l'évêque de Nice, pour aller plaider son aide. Et finalement, ça va réussir. Donc finalement, Moussa Abadi va avoir, on dirait en hébreu, la chutzpah, l'audace et l'effronterie. Mais des fois, les gens qui ont de l'audace et de l'effronterie, quand elle est à bon escient et au bon moment, ça permet de sauver des vies. Il va y avoir donc 520 enfants, ou 527, qui vont être sauvés grâce à cet acte héroïque. Voilà pourquoi on peut parler de juste. Je reviens sur votre question, parmi les nations, car le Talmud, c'est en vérité le texte que vous visiez, la Mishnah, ce sont des enseignements qui datent de plus de 100 de notre ère, eh bien, dit que quiconque sauve une vie est comparable à celui qui sauve l'humanité entière. Plus que ça, le texte énonce que nous avons tous été créés à la base, d'après la lecture biblique, il y a un seul homme, en tout cas, la Bible commence avec l'histoire d'un homme, il y a peut-être eu d'autres forme d'humain avant, mais en tout cas, l'époque biblique, l'histoire biblique commence avec la figure d'un homme pour dire que nous sommes tous descendants d'un seul homme et qu'aucun d'entre nous ne peut se prévaloir comme étant supérieur à l'autre en disant « je suis mieux que toi », car nous descendons tous finalement d'un seul homme et nous avons une origine commune et nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi on doit se dire que sauver une vie, nous dira ce passage extraordinaire, est comparable au sauvetage de l'humanité entière, car toute l'humanité ne provient que d'un seul homme. Potentiellement et virtuellement, chacun d'entre nous est un ancêtre de toute l'humanité. Voilà on l'écouterait parler toute la matinée tellement il raconte bien. Bravo, justement, monsieur le grand rabbin. Ça me fait penser à un projet qui malheureusement a été avorté parce que la personne qui voulait le signer est morte avant. C'est le pape Pie XI, qui est connu pour être un grand pape ami du peuple juif. C'est lui qui a mis en avant cette expression « nous sommes tous des sémites », quand il y avait des pogroms un peu dans toute l'Europe, bien avant le nazisme d'ailleurs, et il avait un projet, c'était de faire une encyclique sur le judaïsme et comment un chrétien ne pouvait pas être antisémite. Alors on ne va pas parler de ça là, c'est pas l'occasion. Alors non, on va aborder le scénario maintenant. Dans l'histoire de l'Église, on sait très bien qu'il y a eu de très gros problèmes à ce sujet, mais Pie XI voulait sortir une encyclique à propos du judaïsme et justement prendre le texte à l'origine, comme vient de le dire le rabbin. Nous sommes issus d'Adam, c'est notre ancêtre commun. C'est pour ça qu'il n'y a pas un homme supérieur à un autre et on est créé à l'image de Dieu. Ça, c'est
la foi juive et c'est aussi la foi chrétienne. Donc ça, c'est le socle de toute la démarche, d'ailleurs des justes, le sachant ou non, même s'ils ne l'ont pas fait pour des raisons religieuses, on ne sait pas, ça c'est le socle. Maintenant, on va peut-être aborder... Certains l'ont fait pour des raisons religieuses, d'autres non. Et d'autres en tout cas, non, il y a des gens, voilà. Pour avoir un cœur et sauver les autres, il n'y a pas besoin, je pense, d'être croyant. Naturellement. Effectivement. Donc, on va aborder le scénario, puisque quand on découvre tes BD, vos BD, puisque vous êtes tous là, oui, Serge, il voulait dire un mot, Serge. Je me tendais vers le micro. Nous sommes prêts à répondre. Voilà, donc aborder le scénario, comme d'habitude, c'est ce que les gens aiment bien savoir aussi quand on crée une BD. D'où l'idée est partie. Donc pourquoi vous avez choisi cette idée à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que qui est le premier des scénaristes? Alors l'idée principale. L'idée, je vais répéter ce que je dis partout parce qu'on ne peut pas inventer, bien c'est sûr. Comme ça. On avait l'idée, on travaille beaucoup ensemble, que ce soit Serge Scotto, Eric Stoffel et les dessinateurs. Vous êtes une équipe depuis quelques temps. Voilà, depuis quelques années, sur des projets divers. Chacun a aussi des projets de son côté, à 2, à 3. Mais on a plusieurs séries sur des sujets divers avec des graphismes plutôt réalistes en général, historiques. Quoique, on a fait une exception aux éditions d'Argo pour les mondes d'Arven. C'est un dessin un peu héroïque fantasy, mais c'est aussi sérieux, monsieur le rabbin. Ça met en place en scène donc les énergies renouvelables et naturelles. Toutes vos BD ont des bases sérieuses et après elles sont mises en formation en roman, puisque je les ai toutes et je les connais toutes. Mais là, cette BD qui est beaucoup plus sérieuse, qui a germé quand on a réfléchi à cette question de la Shoah, des justes, des persécutions juives dans notre région, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Mais la personne qui a déclenché vraiment l'idée et le projet, parce que j'aime bien rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est Michel Noéro, qui a été professeur d'histoire au lycée Albert Ier à Monaco, qui a été adjointe à Paye. Je la connaissais depuis un certain temps. Quand j'ai eu cette idée, je l'ai rencontrée. Et elle m'a dit, mais vous savez qu'ici à Paye, nous on est très très fiers parce que le couvent des Sœurs a accueilli un certain nombre d'enfants juifs. Ils ont été cachés et l'une des sœurs est juste parmi les nations. Et il y a longtemps qu'on voulait faire un projet, donc votre idée arrive à point, si vous voulez. Voilà, elle m'a convaincu. Eric Stoffel et Serge Scotto, tout de suite, ont été emballés par le projet. Et c'est elle qui m'a mis en rapport avec Yad Vashem Côte d'Azur, avec Daniel Vancier, avec qui on est devenus vraiment amis et proches. Et petit à petit, l'idée s'est construite. Quand on a convaincu un éditeur, convaincu sans problème pour ce projet aussi sérieux et fort, de faire une BD sur les justes, on s'est dit qu'on ne le ferait pas si on n'avait pas le soutien de la communauté juive et même des institutions. Pas des institutions politiques comme le CRIF, qui est très respectable, mais on ne voulait pas que ce soit lié à la politique, que ce soit neutre, mais on voulait le soutien de Yad Vashem. Parce que Yad Vashem, ce n'est pas une institution politique. Alors, on peut rappeler ce que c'est Yad Vashem. Pareil, l'étymologie Yad Vashem, le rabbin nous l'a expliqué. Non, vous ne nous l'avez pas dit. Si vous voulez nous dire d'où ça vient, le mot Yad Vashem. Oui, alors, il y a dans l'idée de Yad en hébreu, c'est la main, et Shem, c'est le nom. Je pense qu'on n'a pas pu avoir suffisamment d'informations sur ces personnes qui sont parties pendant la Shoah. On parle donc, on le sait depuis des années, de 6 millions de victimes de la Shoah. Il y a 6 millions de Juifs qui sont morts. Et dans ces 6 millions, il y a, au niveau de Yad Vashem, ce que j'ai vu dans votre bande dessinée, ce qui est écrit à la fin sur le comité français pour Yad Vashem, on a aujourd'hui on a eu la possibilité d'identifier Yad Vashem. Donc le mot Shem veut dire, comme je vous le disais, un nom. C'est une institution qui a été créée en 1953 et donner un nom et de rendre leur nom et un lieu à toutes ces victimes, c'était donc, en tout cas aujourd'hui, une identification qui a été faite et qui a permis aujourd'hui déjà d'identifier 4 800 000 noms
qui sont inscrits dans le livre des noms. J'ai été, pour ma part, donc aussi bien à Jérusalem qu'une fois à Auschwitz, puisque j'ai eu l'occasion d'aller pour me rendre à Auschwitz avec la délégation de Monaco pour le 70e anniversaire, ainsi que le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Mais ce n'est pas lors de cette manifestation que j'ai eu l'occasion de rentrer dans le musée. C'est pour une autre visite que nous avions organisée, d'ailleurs conjointement avec la communauté juive de Menton. Et ça avait été une expérience très marquante pour beaucoup d'entre nous. Nous avions passé un Shabbat à Cracovie et surtout le dimanche, nous sommes allés nous recueillir, je sais plus ce qu'on avait fait aussi le vendredi, on est allé au musée, entre guillemets, sur le site sinistre d'Auschwitz. Et surtout, dans ce site, à un moment donné, vous allez voir, on peut voir un très très grand livre comme ça, de très grande taille, qui comporte tous les noms. Alors il y en a tellement qu'il faut aller d'un endroit à l'autre. On commence du A jusqu'au T. Je cherchais même d'ailleurs s'il y avait des noms en rapport avec le mien. Ceci étant, c'est une entreprise qui a permis au moins de savoir qui avait fait partie de ces convois. Bien sûr, pour ce qui est de la France, nous connaissons l'œuvre considérable accomplie par Serge Klarsfeld, qui était le président donc, des enfants de déportés et qui a malheureusement perdu son père à Nice. Eh bien, Serge Klarsfeld a consacré tant d'années d'efforts pour pouvoir établir une liste de tous les convois partis de Drancy, partis... Alors, Monsieur Grand, je vous coupe pour revenir sur le mot Yad Vashem, parce que sinon j'ai l'œil sur la pendule en même temps. Yad Vashem, pour faire simple, c'est une institution créée par l'État d'Israël après la guerre pour gratifier de façon morale tous ces gens formidables qui ont caché, sauvé des Juifs au péril de leur vie. Et on leur décerne le titre de juste après une enquête, etc. Et c'est ça qu'on a voulu décrire dans cette bande dessinée. Elle est loin d'être exhaustive, Dieu merci. Il y en aura d'autres. Et voilà. Et comme il s'agit d'une série, puisque c'est effectivement. Voilà, il s'agit d'une série que l'on lance dans les départements des Alpes-Maritimes. On a fait appel à notre équipe habituelle, Eric Stoffel et Serge Scotto, et je vais leur laisser le soin d'expliquer comment on a créé cette BD, comment on a procédé pour réaliser cet album. Voilà, je voulais juste vous dire, vous avez tout à fait raison de mettre le doigt là-dessus. Effectivement, j'ai parlé d'un premier aspect d'Yad Vashem qui était effectivement d'enquêter et d'avoir une possibilité d'avoir une base de données sur ce qui s'était passé et des noms et de tout ce qui avait été fait. Mais bien sûr, vous avez évidemment raison que la deuxième vocation d'Yad Vashem était au milieu, si vous voulez, d'une recension de l'horreur, être capable aussi de faire une recension de la merveille dont est capable un être humain, de l'héroïsme, de tout ce qu'il y a de beau et de grand et de noble chez un être humain. Et c'est pourquoi le titre de Juste parmi les nations a été créé, d'où les fameuses allées des justes. Et quand on va à Yad Vashem, on peut voir effectivement tous ces noms qui sont associés souvent près d'arbres, comme si pour dire que les arbres qui sont un symbole de ce que l'on plante, de ce qui va germer, pour dire que tout ce que ces personnes remarquables que l'humanité a compté en ce temps ont pu générer comme espace de vie grâce à eux. C'est évidemment, vous avez évidemment raison, l'une des vocations de Yad Vashem. Alors le scénario, qui nous parle du scénario, comment il a été élaboré, et puis effectivement ce personnage qui est fictif, si j'ai bien compris au début. Voilà, alors la première chose, tout d'abord, qui était à définir, c'est comment parler d'une chose aussi vaste, qui concerne tant de monde, avec autant d'importance, puisque là on est en train de parler quand même de vie et de mort. On est en train de parler de comment montrer les petits mais très importants moments de lumière qui vont intervenir dans les ténèbres. En gros, on est là-dessus, c'est-à-dire que replaçons historiquement, c'est un moment donné où la France vient d'être envahie par l'Allemagne, Vichy est là, et donc nous avons une partie de la France qui est, comme son nom l'indique, occupée, et une partie qui est dite libre. Ici dans la région, évidemment, bien des gens le savent, une partie était occupée par les Italiens, chose que les 3/4 des Français qui sont dans le Nord ont un petit peu oublié. C'est une particularité mais très importante pour comprendre pourquoi Nice notamment, et cette région-là, a été une espèce d'havre de paix au milieu du tumulte, et qui explique pourquoi un très grand nombre de familles juives sont venues ici, finalement arriver à être un petit peu protégées.
Donc ça, c'est la première chose que finalement on va expliquer, c'est-à-dire quel est le contexte, etc. Va arriver évidemment, bien sûr, le moment où l'horreur va grimper beaucoup plus, puisque la zone libre ne sera plus libre. Là, d'un coup, les Allemands vont vraiment arriver avec Alois Brunner. Ouais. Donc ça, c'était une histoire assez longue. Alors, ce que nous avons fait, première chose, c'est que évidemment, il y a plusieurs albums, parce qu'en fait, il faut le temps d'expliquer tout cela. Donc la première partie va expliquer un petit peu comment on en est arrivé là, comment les gens ont vécu cela et les familles. Et bien sûr, le deuxième va être la partie, notamment avec surtout l'arrivée d'Alois Brunner, où on monte encore d'un cran et comment sauver les enfants. Donc tome 1, pardon, excuse-moi, c'est pas Serge, c'est Eric. Tome 1, donc le titre, Les réseaux de la liberté. Donc voilà. On explique les réseaux. Et dans les tomes 2 et 3... on explique la construction de ces réseaux. Et d'ailleurs, ça a été bien sûr évoqué dès le début par exemple Moussa Abadi, qui va être justement un des moteurs qui se rend en fait en se disant mais c'est pas possible, on doit faire quelque chose. Il faut bien comprendre que les 3/4 des personnes qui vont agir... Est-ce que c'est une vraie personne, Moussa Abadi? C'est dans l'histoire. Alors tout à fait, tous les noms et toutes les personnes et tous les lieux que l'on va évoquer, montrer, sont rigoureusement historiques. C'est pour ça qu'il était important pour nous d'avoir des référents, entre autres justement Yad Vashem, qui eux ont fait l'analyse déjà des faits, ont fait les enquêtes pour voir qu'est-ce qui s'était passé, de manière à ce qu'on ait véritablement une source fiable d'information. La deuxième chose, évidemment, c'était aller raconter cela, certes de manière historique parfaite, mais il y avait le côté comment faire ressentir tout ça. Donc tous les personnages sont vrais, sont historiques, sauf un seul, qui est un petit gamin qui s'appelle David, qui est, je dirais, un David parmi tous les David. C'est un gamin qui est un gamin parmi les gamins, en fait, tout bêtement. Et c'est lui qui va être celui qui va nous permettre, en fait, de passer d'un endroit à l'autre. Le fil rouge, quoi, le fil conducteur. C'est aussi le regard d'un enfant. C'est très important. Enfin, pour nous, ça l'a été parce que l'enfant, soyons francs, à la fois, il ne comprend pas forcément tout et bien des fois, il comprend peut-être bien mieux. C'est ce qu'on voit dans une grande partie de la BD au début. En fin de compte, tout a l'air insouciant pour ce mais d'un autre côté, un enfant comprend très bien si à un moment donné, ses parents risquent de mourir, il le comprend vite. Vous voyez, et ça permet d'avoir réellement, d'expliquer l'intensité du drame, tout en ayant ce regard-là et de ne pas tomber non plus, ce qu'on ne voulait pas, dans une espèce de voyeurisme qui n'aurait pas été de bon ton. Donc on a mis ce personnage-là, alors je peux dévoiler, parce que ça on le montre très vite, puisque le petit David... on le verra également bien âgé, en train d'expliquer et de raconter. Donc en réalité, on dévoile que lui, justement, a fait partie de ceux qui ont été sauvés. Parce que, rappelons-le, c'est un message d'espoir. C'est souvenons-nous de l'horreur, souvenons-nous du drame, souvenons-nous de la vaillance et de ce que la beauté humaine peut être. Serge, voulait intervenir. Non, mais c'est la transmission de... La BD est écrite du point de vue de l'enfant et elle est là pour transmettre la mémoire. C'est ce que fait David à 90 ans lorsqu'il raconte à d'autres enfants ce qu'était son enfance à lui, sous ce même soleil de Nice, qui brillait pareil, mais dans des temps beaucoup plus sombres. Et ce que permet la BD, en fait, c'est de bien remettre en situation l'évolution de ce moment très particulier qu'a été l'occupation, qu'a évoqué Eric, parce que c'est vrai que Nice, c'était très particulier. D'abord, la population a été, j'ai envie de dire, assez naturellement dans la région très bienveillante à l'égard de ces milliers de réfugiés qui sont arrivés à Nice. Et les choses ont changé, effectivement. Il faut dater les choses. Septembre 1943, les Italiens sont remplacés par les Allemands, et à leur tête Alois Brunner, qui est un antisémite obsessionnel, et dont les dernières paroles ont été de dire sur son lit de mort qu'il ne regrettait rien, quoi. Et donc, la situation va changer. Faut savoir que à Nice, par exemple, personne ne portait l'étoile jaune. Les Italiens... C'est tout bien expliqué dans la bande dessinée. Vous avez vraiment tout retranscrit. Oui, c'est un cadre. On a commencé par ici, j'ai envie de dire, parce que ici c'est très particulier. Et
Et ça va changer avec l'arrivée des Allemands. Et c'est pour ça que ces réseaux, ça a été dit tout à l'heure, étaient préparés de longue date. En fait, quelque part, on attendait ce moment et vont s'activer au moment où les Allemands arrivent. Ce réseau Marcel, ce fameux réseau Marcel. Et donc, il y avait eu en amont la rencontre. Alors, justement, il y a quelques points qui sont très importants. Il faut parler, vous l'avez évoqué, monsieur le rabbin. Pour moi, ce qui est très important, c'est la responsabilité de l'État français dans cette histoire. Pétain, Laval, la collaboration, c'est une complicité. Il y a les lois juives qui sont prises, qui vont motiver que les réfugiés vont commencer à aller vers la zone libre. Et je veux dire, ils sont plus que zélés, l'État français. Un être humain normal aurait dû refuser et rentrer dans la résistance. C'est ça. Et c'est ce qu'ont fait les résistants d'ailleurs. Oui, voilà. Et c'est pour ça que les résistants, les justes, comment dire, ils redonnent son honneur à la France, parce que la France, c'est déshonoré en tant qu'État, quoi. Et donc, il ne s'agit plus que de volonté individuelle, ce qui est d'autant plus méritoire, oui. Quoi. Et ici, en pays niçois, les gens ont été particulièrement bienveillants. C'est très courageux, vous l'avez rappelé, monsieur le rabbin, parce que même pour Monseigneur Raymond, voilà, Monseigneur Raymond, qui est une des figures importantes de la BD, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut quand même rappeler que ce gars, c'est quelqu'un qui a connu sur le front le maréchal Pétain pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Il en était un ami intime. Il avait soutenu le régime au début. Ils se fréquentaient, ils passaient même des séjours de vacances ensemble. Pétain et Monseigneur Raymond étaient des amis, c'était des gens de l'élite, etc. Et d'un coup, voilà que simplement, par humanité, conscience, conviction, je ne sais pas comment dire, il va basculer dans la résistance. Et là, au péril de sa vie, même malgré son titre ou quoi, il va fabriquer une fausse identité pour Moussa Abadi, qu'il va faire passer pour inspecteur du diocèse. Ce qui en fin de compte, il appliquait ce que la religion lui avait appris, ce qu'était la religion. Oui, c'est ça, ce que disait tout à l'heure monsieur le grand rabbin, de ne pas toucher quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, et il a fait avec ses grands moyens, voilà. et beaucoup de courage. Mais aussi, les justes, ce sont aussi ces gens qui, simplement, se sont tus. C'est-à-dire ces habitants qui, dans un village comme Pelle, qui est un village de 1000 habitants, bien sûr qu'il y a l'action, par exemple, extraordinaire des sœurs qui sont passées par le réseau Marcel, qui ont planqué ces enfants, mais il y a aussi simplement les habitants du village qui se sont tués. Et ça commence là, les justes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et, c'est bien retranscrit dans la bande dessinée d'ailleurs, hein, ce moment sur Paye. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment montrer, c'est-à-dire la diversité. C'est-à-dire, on va avoir des gens qui sont à des postes importants, on vient de le dire, et qui vont risquer tout, de perdre tout. Puisqu'on parle aussi, on montre que les Italiens, par exemple, aussi, ne sont pas les horribles personnages, etc. Il y en a plein. Le préfet d'ailleurs qui était en place. Mais il y en a qui ont essayé par tous les moyens de calmer le truc, de sauver également des gens. Donc, c'est bien de le rappeler. J'aimerais rappeler aussi... Jusqu'à tenir tête au gouvernement de Vichy. Totalement, on le voit dans la BD. On le voit dans la BD, puisque on le précise. Voilà. On parle des réseaux de la liberté, parce qu'il y a plusieurs réseaux. Il y a le réseau de résistance, qui également est d'autres voies, puisque Pierre Merly, qui était en réalité un résistant, alors qu'il avait une apparence de travailler pour Vichy, mais voilà, ça c'est un modèle de Vichy. Mais qui en réalité tenait totalement la résistance et qui donc, au travers de sa résistance, a sauvé également. Ça m'amuse toujours de dire quand même ce gars-là qui travaillait donc pour Vichy, son numéro 2 au sein de la maison du prisonnier, voilà. Je veux dire, était en fait un juif qui était caché sous un autre nom, quoi, en fait, et qui était son numéro 2. Alors, on va pas tout dévoiler, parce que là, vous êtes en train de donner toute la BD, donc voilà, ça donne envie effectivement de la lire. Alors, des petites remarques, moi aussi, puisque je l'ai lu, cette BD, quand même, rapidement, parce que je l'ai eu très tard, mais je vais faire un petit point aussi sur la couleur. Donc là, on va parler un petit peu technique. La couleur, elle est quand même assez sombre, pratiquement jusqu'à la fin. Je ne sais pas si c'est volontaire. Bon, déjà, les couleurs de l'époque, puisqu'on se rappelle que beaucoup d'archives qu'on a de ce moment-là sont en noir et blanc. Donc, effectivement, c'est peut-être une recherche aussi que ça soit assez sombre. Et puis, on arrive vers la fin sur ce tome-là où c'est assez plus coloré, plus ensoleillé.
Est-ce que c'est volontaire ou pas, cette question? C'est une question qui m'est venue en la lisant. Alors, c'est jamais innocent. C'est-à-dire qu'en réalité, je dirais, le début, si vous regardez, est très bleu. En fait, on est sur Nice, le beau Nice, le joli Nice. Nice sous le soleil, parce que même du temps de l'horreur... Que la première page, parce que le soleil, oui, mais la première page démarre comme ça. C'est-à-dire qu'on restera Nice, le soleil sera toujours là. Et puis après, oui, les temps sombres arrivent. Dès la 3e page, et donc, c'est là où la couleur est un élément narratif. Et donc, oui, de plus en plus, on commence à rentrer dans du sombre, dans de l'horreur, il faut se cacher dans les caves, parce que c'était ça. Et puis, heureusement, vers la fin, oui, des enfants, on a pu les extraire de ce lieu-là et de les amener plus loin, dans l'arrière-pays, et là, entre autres, on l'a placé sur Peille, puisque là, il y a eu cet exemple-là, et où les enfants ont pu avoir un moment de vie, je dirais, à peu près normal. Vivre une vie d'enfant. C'est ça qui était magnifique. Sachant que, pareil, dans la bande dessinée, à un moment donné, il y a un passage qui dit, il le dit à la fin d'ailleurs, ils ont une vie normale, mais ils n'ont pas leur maman. Ils n'ont pas leur mère. Oui, et d'ailleurs, leur maman, ils en avaient une. Ça m'a touché, ça, dans la bande. Ouais, et en fait, il y en a une, et d'ailleurs, dans le tome 2, ça sera vraiment, j'y tiens à le dire, c'est Odette. Odette, la compagne, Odette Rodenstock, qui sera celle qui va en fait visiter tous les enfants, les suivre. J'allais dire, c'est elle qui va être leur maman. Quand on voit la fin, d'ailleurs, elle est dans un camp et elle dit j'ai eu 547 enfants. Oui, c'est une vraie déclaration. C'est beau, hein. C'est un témoignage d'une de ces amies de camp. Ça m'amène à dire toutes ces infos que vous avez eues pour. Donc, j'ai compris que c'était historique. Vous vous êtes dirigé que vers Yad Vashem ou il y a eu d'autres gens qui on a fait des recherches personnelles énormes. Diocèse nous a apporté. L'historien Madame Noéro qui nous a beaucoup aidé. Dans le micro. Monsieur Panicacci aussi que j'ai. Alors chacun dans votre coin ou... Moi j'étais censé collationner tout ça, mais chacun de son côté a chacun a travaillé et tu as rassemblé toutes ces infos. Mais Serge et Eric ont aussi trouvé des choses de leur côté. C'est tellement énorme à compléter, mais par exemple, il y a des moments donnés, j'avais besoin de telle information, alors on voyait comment faire. Par exemple, sur le diocèse, il était beaucoup plus simple que ce soit Yvon qui, par exemple, à un certain moment... Qui est ta spécialité aussi. Voilà, c'est sa spécialité, il était dessus, donc d'un coup, je dis, mince, là, on aurait besoin de ça, ok, c'est lui qui y allait, puis ensuite, on essayait de trouver autre chose. Mais on a essayé, je vais être franc, de taper dans le plus possible de personnes, ce que j'appellerais les gens de savoir. Voilà. Et à partir de là, on a absorbé ça, parce qu'en fait, il faut comprendre que quand on fait une histoire comme ça, il faut faire le tri après. Historique... Oui, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc nous, on est obligé de... On doit absorber un nombre important de trucs. D'informations. La question que tu as posée est importante. Tu as parlé de la couleur. Il n'y a pas de couleur à l'époque au niveau des photos. C'est pour ça. Il a fallu tout reconstituer. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ça en fait. Et effectivement, on termine avec quand même un ciel bleu. Parce que c'est l'espoir. C'est ce que j'ai pu. Moi, j'ai fait attention à ces petits côtés artistiques. C'est vrai que quand je lis vos BD, j'ai toujours ce regard artistique aussi, de la manière dont vous les dessinez, de la manière dont vous les colorez. Il y a l'histoire, bien sûr, mais je fais aussi attention à ça. Et effectivement, j'ai vu cette transition qui part quand même assez du sombre et qui va vers la lumière. Donc, et vous êtes en train de parler de Peille. Je rappelle aussi, on va faire une petite aparté, que cet après-midi, vous serez à Peille pour la présenter. Oui, ce soir à 17h, voilà. On a la mairie, la commune, il tenait beaucoup et on trouve que ça a du sens d'organiser quelque chose à Peille. Certes, il y a eu un lancement un peu plus mondain avec le département au Palais Sardes, à Nice. Tout ça, c'était très bien et j'en remercie beaucoup le Il y avait une grande partie de la communauté juive aussi qui était présente. Donc. Mais on tenait à ce qu'il y ait quelque chose à Peille et en plus, la commune de Peille a eu la délicatesse d'organiser, c'est un détail mais qui n'est pas anodin, d'un cocktail mais cachère. Ça, c'est par respect pour la communauté juive, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a pas mal qui vont se déplacer. Enfin, c'est tout un ensemble. D'accord, voilà. Mais c'est pour ça que je tenais à ce qu'on en parle. C'est pas une BD ordinaire. On n'a pas fait une BD sur les Juifs, on a un projet sur les palaces historiques. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, là, on a un lien charnel, personnel, on est rentré dedans. Oui, puis ça...
pour des raisons, à cause des histoires personnelles de chacun aussi. Il ne faut pas oublier que l'un des dessinateurs qui nous autorise à le dire, c'est pour ça que je vais le dire, Frédéric Halali, il est lié à la communauté juive, son père a été arrêté, et donc c'est tout un ensemble. Vous voyez que cette des BD que vous avez faites, effectivement. Cette BD, vous déterminez, cette BD, elle nous tient à cœur, personnel. Voilà, on n'a pas fait ça pour un rendement financier, on en vit. Mais c'est parce que c'est notre travail, la bande dessinée. Mais il y a un sens profond, humaniste, religieux pour ceux qui sont croyants. Enfin, on est rentré dedans quand vous le sentez. Et puis surtout, ça fait partie, c'est une des BD sur la totalité que vous avez fait et que tu as dirigé, qui sont proches dans l'histoire. Parce que quand on part sur la CD Hard Romam, c'est des moments que vous n'avez pas vécu, c'est plutôt compliqué. Non, mais cette BD, on y est lié même familialement. Oui, voilà, c'est ça. On a des liens. La guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Je vais vous raconter à quel point ça peut devenir personnel, puisque on parle de ce devoir de mémoire. Ton anecdote, oui. Ça peut être même pour la propre mémoire de notre propre famille à nous. Moi, il a fallu que j'arrive à 60 ans et que je travaille sur cette BD pour apprendre que mes grands-parents avaient planqué des réfugiés juifs en transit. Alors, je traduis parce qu'il est marseillais, planqué, c'est caché. Caché dans leur cave, de façon très simple. C'était toujours la même histoire, c'est-à-dire les réseaux de la résistance qui confiaient... c'était une famille catholique, de communistes catholiques, ma famille. Ils étaient abonnés après à Témoignage chrétien après la Libération. On ne sait pas assez qu'il y avait énormément de communistes catholiques. Témoignage chrétien fondé par un juste. Bref, et j'ai découvert ça simplement parce que mon oncle de 85 ans, on parlait de ces justes anonymes qui, moi, me tiennent à cœur et qui, d'ailleurs, ont leur propre monument dans l'allée des Justes à Yad Vashem. Ces gens qui ont fait ça assez naturellement, sans s'inventer, qui l'ont plutôt toujours tu. Moi, il a fallu qu'au cours d'un repas, mon oncle de 85 ans me dise « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Et que j'ai dit « Je fais cette BD » pour qu'il me dise « Ah oui, bon, parce que je n'en avais jamais entendu parler, j'étais avec mes cousins, donc on lui a posé plein de questions. Et si je n'avais pas fait cette BD, je ne l'aurais jamais su. » Tu l'aurais jamais su dans ton histoire, ce morceau d'histoire, voilà, de ton histoire. C'est simplement ces gens qui faisaient ça naturellement et qui... voilà. Alors, effectivement, belle anecdote et belle histoire, effectivement, de ce que tu nous as raconté, que j'ai entendu et que tu as répété vendredi. On se sent engagé après, je sais pas quoi. D'un coup, on y est pour rien, mais on se sent fier. Il y a beaucoup plus de justes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de justes qui sont non répertoriés que ceux qui sont connus. Ça, il faut aussi le savoir, parce qu'il y a les noms qui sont inscrits. Mais c'est une infime partie, un infime pourcentage de tous ceux qui ont vraiment aidé et qui ont gardé ça dans leur histoire et que personne ne sait. C'est ça, et puis c'était rien parfois, c'était juste se taire, planquer. Il faut bien voir que c'est pas du tout simple d'aller justement répertorier finalement ce qui s'est passé. Si on regarde 3 phrases que tout le monde va comprendre, les résistants par exemple, c'est bien, tout le monde le sait, ceux qui parlent le mieux des résistants et ceux qui ne l'ont jamais été ou alors de la dernière heure. Par contre, quand vous rencontrez des vrais résistants, c'est des espèces de tombes, mais alors totales. Ou alors tout simplement, ils disaient, c'est ce qu'il fallait faire. Et en fait, on se retrouve déjà par rapport à ce problème-là. Après, il y a encore un autre problème, c'est que parmi les personnes qui ont été sauvées, et notamment les enfants, et il faut voir aussi qu'il y en a certaines dont l'identité elle-même a été perdue. C'est-à-dire, il y a des enfants on le dit dans la BD comment c'est arrivé. Voilà, et donc il y a des gens, heureusement, qui ont vécu, ce qui est déjà ouf, heureusement, mais qui en fait, finalement, ne seront jamais qui ils étaient, d'où ils venaient. Je vais vous donner un exemple, quand on évoque dans la BD, vous parliez des noms, comme c'est dur de retrouver les noms. Moussa Abadi avait pensé, et avec la complicité de Monseigneur Raymond, ils avaient enterré tous les papiers des enfants parce qu'il fallait changer l'identité. Dans l'abbaye à Paye. Dans le jardin du diocèse de l'évêché. Mais le problème, c'est qu'ils avaient mis ça dans des papiers et tout, et qu'à la fin de la guerre, ces papiers, ils ont perdu des centaines de noms comme ça. Cette liste, ça mériterait d'ailleurs un sujet à part. Cette liste, je la trouve fondamentale, moi, parce que ça a permis de retrouver les familles après la guerre, etc. Et l'évêque l'a dit après, il a raconté souvent, il tenait absolument que les enfants gardent l'identité juive. Ça, c'est très important. Il voulait surtout pas qu'on profite de ce drame, de cette situation abominable pour convertir les gens
Ça, c'était très important. C'est dans la bande dessinée. Voilà, c'est bien retranscrit dans la bande dessinée. Ils allaient à la messe juste pour passer pour de bons catholiques, c'est tout. Les sœurs de paix, non, parce que ça ne s'est pas passé forcément tout le temps partout en France, c'est pas à l'honneur de ceux qui l'ont fait. Ici, ça s'est passé comme ça. Et les sœurs de paix... ils vraiment tenaient à cœur de ne pas les convertir, c'est évident. Et en plus, leur rappeler qu'ils étaient juifs. C'est ça qui est formidable, leur rappeler qu'ils étaient juifs. Et dans le monastère des Clarisses de Cimier, on n'a pas encore évoqué ça, puisque dans le tome 1, il y a beaucoup de religieux, qu'ils soient catholiques ou protestants. C'est comme ça qu'on a lancé la série. Dans d'autres tomes, on va parler des gendarmes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu parles ça sera beaucoup plus ouvert. Mais je pense que c'était logique, puisqu'on a évoqué le réseau Marcel. Et le réseau Marcel n'aurait pas pu se faire sans la structure du diocèse de Nice. C'est pour ça qu'on évoque autant. Les gens me disent, mais vous parlez beaucoup de religieux, de catholiques. C'est un fait. D'abord parce que numériquement, on est dans un pays de tradition catholique. C'est évident qu'ils sont majoritaires. C'était il y a 70 ans. Avec un évêque, Monseigneur Raymond, qui a une personnalité forte, c'est naturellement, il s'est tourné vers l'évêque, vers l'autorité morale de l'époque, c'était l'évêque de Nice. Et voilà comment ça s'est fait. Et dans le monastère des sœurs cloîtrées, les Clarisses, les franciscaines de Cimier, et qui existent toujours, et bien là, il y avait même une sœur qui était hébraïsante. Et qui parlait en hébreu. Alors, il y avait des enfants qui parlaient le yiddish parce qu'ils étaient originaires d'Europe de l'Est, ils étaient ashkénazes, mais d'autres parlaient hébreu. Et il y en avait un qui connaissait déjà bien l'hébreu, et la sœur parlait en hébreu avec lui. Pour qu'elle maintienne, moi ça m'émeut quand j'entends ça, pour lui maintenir son identité. Ça, c'est formidable, je trouve. Exactement. Voilà, je trouve que c'était vraiment J'aurais voulu qu'on aborde, je regarde l'heure, j'ai l'œil sur la pendule, vous le savez, donc il y a tellement à dire sur cette BD, mais vous avez déjà une grande partie du scénario, donc on invite aussi les gens à aller l'acheter, puisque depuis hier, vous avez fait le lancement officiel vendredi. Elle sort le 8 officiellement. Hein. Donc les premières dédicaces et les premières ventes au Leclerc de Nice hier. Voilà, on va en avant-première. La BD sortira en librairie le mercredi 8 mars. Voilà, ça arrive, officiellement, c'est Hachette le distributeur. Notre éditeur, c'est Plein Vent, voilà. Dans le groupe Elidia, connu sous la dénomination Édition du Rocher en Principauté de Monaco, mais on est distribué par Hachette. On est partout en librairie, à la FNAC. Et naturellement, chaque fois qu'on a un album qui sort, il faut le promouvoir. C'est pour ça qu'on a accepté ton invitation ici. On va aller partout, on va faire des radios nationales, locales, la presse écrite, des télévisions aussi, et évidemment les médias de la communauté juive. On est très fiers que la communauté juive vraiment a approuvé notre projet, le soutien, et on va aller un peu partout. C'est normal. Et puis dédicacé dans les librairies, dans les festivals. Il faut que cette BD se diffuse parce qu'elle est destinée à un très large public. Parce qu'on n'a pas évoqué là, mais je veux dire un mot, il y a quand même une recrudescence aujourd'hui du racisme, de l'antisémitisme. Je trouve ça incroyable. Moi, je disais à un ami prêtre, c'est jamais fini cette question-là. Ça revient tout le temps. Et malgré les moyens de communication d'aujourd'hui, tous les moyens que l'on connaît, eh bien ces moyens, ils sont pas toujours au service de la vérité et du bien et du juste. C'est ça qui est Enfin, on va pas évoquer ça aujourd'hui. Donc cette BD, elle doit pouvoir contribuer aussi à dire la vérité. Parce que c'est une BD sur les justes, mais c'est aussi évidemment une BD sur le drame, sur la Shoah, sur les persécutions juives, antisémites. Il n'y aurait pas de juste s'il n'y avait pas eu de persécution. Donc les deux sont liés. Voilà. C'est ça qui est très important. Et moi, je suis très fier. Moi, je suis baptisé catholique et je suis très fier en tant que catholique qu'il y a eu autant de gens qui se disent chrétiens. Serge Klarsfeld disait l'autre jour dans un documentaire... Et qui ont fait tant d'actes de bravoure. Ça rachète la lâcheté de certains, parce que je trouve que c'est encore plus terrible de se taire, même si quelquefois c'était déjà pas mal, que de livrer finalement. C'est toi qui me disais que l'institution catholique, il disait que c'est celle qui avait le plus contribué. Oui, je l'en remercie beaucoup, M. Kerfeld, qui est vraiment un type formidable. Il a fait un travail énorme
tout le monde le connaît, et il a dit dans un documentaire que l'Église catholique est l'institution qui a le plus contribué à cacher, sauver des Juifs, de façon naturelle, parce que c'est démographique déjà, mais c'est tout à son honneur de le dire. Et alors je suis vraiment très fier de ça, voilà. Très fier. Je te coupe parce que il y a encore des choses à dire. On va déborder un petit peu parce que sinon on va pas y arriver. Donc le tome 1 d'une série juste parmi les nations, donc Réseau de la Liberté. Si on peut donner un mot sur le tome 2, le tome 3 qui vont sortir, puisque c'est dans le département. Pour l'instant, vous restez dans le département, sachant qu'après, vous avez été sollicité pour continuer sur la France entière. Alors justement, je voudrais dire un mot sur la série pour que les gens comprennent. Voilà. Certes, on est originaire du sud de la France. Moi, je suis dans les Alpes-Maritimes, mais c'est pas une BD sur les Alpes juste dans les Alpes-Maritimes. C'est une BD nationale, pourquoi pas internationale, enfin européenne en tout cas. Mais on l'a commencé ici parce qu'on habite dans la région, et parce qu'aussi, comme l'a dit justement Serge tout à l'heure, c'est l'endroit où il y a eu le plus de Juifs qui sont venus se réfugier pour des raisons évidentes. C'est que cette zone était occupée par les Italiens dans un premier temps, et ils étaient plus ou moins en sécurité, les Juifs. Il y a eu à peu près 30 000 Juifs répertoriés ici, et c'est devenu terrible pour eux quand les Italiens ont fait la paix séparée avec les Alliés, et les Allemands sont rentrés le lendemain. Dès le lendemain, les rafles ont commencé partout. Dieu merci, les réseaux étaient déjà en place, et ils ont fonctionné, ils ont été activés, comme l'a dit Serge. Alors donc, on commence ici, parce que c'était logique d'une série sur les Justes en France de commencer ici, mais évidemment, elle a vocation à s'élargir. On a des demandes partout, que ce soit dans le Nord, apparemment. Dans le Nord, à Paris, à Lyon, évidemment, ça a été très fort, dans le Massif central, mais à Toulouse, évidemment. Vous savez, dans cette BD, on commence cette BD par une lettre pastorale du prélat du diocèse de la Haute-Garonne, l'archevêque de Toulouse, qui était Monseigneur Saliège, qui est de la même trempe que l'évêque de Nice. Pareil, il était pour Vichy, parce que ça paraît logique qu'un prélat soit légaliste. C'est dans la Bible, il faut respecter les autorités dans la mesure où elles-mêmes sont fidèles au décalogue. C'est justement, comme l'a évoqué au début de cette interview le rabbin, eh bien, dans la mesure où on s'écarte de la loi morale de Dieu, des 10 commandements, du décalogue, ou des 7 piliers de Noé, eh bien, là, on ne peut plus leur obéir. L'autorité, on doit être soumis à l'autorité dans la mesure où elle est fidèle elle-même à la morale, au décalogue. Et là, l'archevêque a dit, on ne peut plus. On s'oppose, le maréchal Pétain, c'est terminé, il n'est plus respectable. Et tous ces sbires autour. Et c'est à ce moment-là qu'il a réagi. Et puis, moi, je trouve que la lettre pastorale est forte. Évidemment, à la fin, il dit que la France n'est pas responsable. Mais ça veut dire la France telle que devrait l'être, c'est dans ce sens qu'il veut. Voilà, il faut se repasser dans le contexte. Et je dois ajouter aussi, il me semble que cette lettre a été lue, je crois que c'est le grand rabbin de France qui l'a demandé au mois d'août dernier dans les synagogues. Et ça, je trouve que c'est formidable. Alors, s'il y a encore des catholiques, j'espère qu'il n'y en a plus, qu'il y a encore quelques relents d'antisémitisme, eh bien, ils devraient relire la lettre du Monseigneur Saliège et imaginer à quel point c'eût été impossible de lire ça dans une synagogue. Eh bien, dans toutes les synagogues de France, on a lu une lettre pastorale d'un prélat. Et je trouve ça formidable. Et c'est l'idée du grand rabbin de France qui a demandé qu'on lit ça dans toutes les synagogues. Ça a été lu au mois d'août, je crois, monsieur le rabbin, c'est ça ? Cette année, on a eu, effectivement, on reçoit régulièrement donc des courriers. Et le grand rabbin de France a demandé à ce que cette lettre soit lue et que l'on puisse rendre hommage à ce courage et à cet acte qui va peut-être démarrer. En tout cas, ça va générer une réaction et une prise de conscience. Alors, je sais que le sujet est très grand, mais ça m'inspire le fait de dire qu'il y a eu en France, il y a quelques années, j'avais regardé un dictionnaire des justes. Ici, dans le livre, on parle donc de 4500 justes qui étaient donc au niveau de la France. Eh bien, ce dictionnaire était préfacé par Jacques Chirac. Je me rappelle, j'avais mis la main sur ce dictionnaire. J'étais en transit dans un aéroport et j'avais vu ce grand livre et qui retraçait toutes les histoires extraordinaires et inconnues de tous ces justes. Alors, qu'est-ce que ça peut nous inspirer pour notre temps ? Je crois que quand on sort de la bande dessinée, alors bien sûr... on partage un petit peu le destin de ces enfants et puis on vit
leur appréhension, leur détresse, et on vit aussi à un moment donné leur moment de bonheur. Je crois que les couleurs et la restitution de paix, c'est extraordinaire, ça va laisser des souvenirs à tous ceux qui vont le lire, et ça va donner envie à tout le monde de se rendre sur les lieux. Mais ce qu'il y a, je crois que ça peut donner un grand idéal pour notre époque, alors que nous en manquons terriblement. On est à une époque de consumérisme, de réseaux sociaux, de jeux vidéo. Enfin, je n'accuse pas, c'est le temps, et nous avons la jeunesse que nous avons. Enfin, je me considère encore jeune, mais enfin, je vois comment mes propres enfants... Enfin, comment ça évolue. Les séries, Netflix, etc., etc. En tout cas, je crois que quand on sort de là, ça peut donner un idéal de réalisation du bien, d'engagement pour la société. Et quand je dis de s'engager, ce n'est pas attendre que tout vienne de l'État, mais à chacun à son niveau peut agir. Aujourd'hui, Dieu merci. Souhaitons que ça dure, on n'est pas en conflit, on ne vit pas en période de guerre, même si elle est à nos portes, malheureusement, actuellement en Europe. Mais je crois que ça peut donner un peu un idéal d'engagement, de se dire voilà ce qu'a été la France, la France dans son visage positif, admirable, républicain. Voilà ce que c'est que la France, et donc ça doit nous donner une forme d'engagement pour que ce pays reste ce qu'il est, avec ses valeurs, avec cet engagement républicain, et de se dire que c'est ça la France, et que c'est ça un être humain. Je parle de la France parce que je sais que le grand... Puis d'abord, les êtres humains ne sont pas la France. C'est ce qu'il a voulu dire dans sa lettre. Quand il dit la France, quand il parle la France, en parlant de ces gens comme Pétain et tous ces gens qui étaient là, ce n'est pas la France. C'est des Français, mais ce n'est pas la France. En fait. Et l'État, voilà. D'ailleurs, vous parlez de Chirac, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est Chirac qui a voulu reconnaître la faute de l'État français. À reconnaître, oui, tout à fait. Et qui sépare l'État français de la France aussi. Absolument, absolument. Je crois qu'il faut faire très attention de ne pas minimiser ou de ne pas vouloir rattraper ce qui a été fait, en disant qu'il y aurait donc eu cette distinction entre les Français de souche. Je sais que mon père nous l'a toujours dit, que ceux qui étaient d'origine d'Europe de l'Est avaient été les premiers qui avaient été recherchés, et dans la famille qui étions déjà français, ils ont été recherchés après, mais ils ont quand même été recherchés. D'autre part, évidemment, dans la rafle du Veldiv, vous le dites très bien dans le livre, des enfants qui étaient français ont été déportés. Donc cette distinction ne tient pas, du moins elle est totalement insuffisante pour pouvoir expliquer ou pardonner ou trouver des circonstances atténuantes. Voilà. Il y avait quand même un antisémitisme d'État qui s'est installé. Or, les Italiens, qui étaient pourtant un pouvoir fasciste, les Italiens n'ont pas du tout agi de la sorte. Alors, en Italie, la raison est très simple à comprendre, c'est que vous avez la papauté qui est évidemment géographiquement au milieu de l'Italie, à Rome, et l'Église catholique avait mis en garde le gouvernement fasciste de ne pas franchir une certaine ligne. C'est la raison historique. Maintenant, il y a les archives qui ressortent. On sait que c'est pour ça qu'en Italie, les persécutions n'ont pas été au niveau de celles que les Allemands organisaient. Souvent, Hitler a demandé à Mussolini de livrer un quota, et il s'y est refusé, sauf à la fin, quand il y a eu cette fameuse République de Salò, qui porte très bien son nom, si je puis dire. Le jeu de mots vaut très bien en français. Mais en Italie, il n'y a pas eu de déportation jusqu'à l'arrivée des Allemands. Les rafles à Rome, c'est sous Alois Brunner à Rome. C'est à ce moment-là. Là, c'est plus de 2000 Juifs qui sont raflés. Avant ça, il n'y en avait pas eu de déportation. Il y a eu des vexations, il y a eu plein de choses, oui, bien sûr, oui. Naturellement, mais pas de déportation. Je voudrais revenir sur la BD instant pour prendre la mesure de ce que peut représenter ces réseaux de la liberté. Parce que quand on parle de quotas, d'objectifs, etc., Alois Brunner, il avait un objectif qu'il avait mis au point avec Eichmann. Pardonnez-moi, j'ai fait une erreur. Pour Rome, c'est Kappler et non pas Alois Brunner, excusez-moi. Le chef nazi à Rome, c'est Kappler, excusez-moi. Et Brunner débarque à Nice, il avait un objectif qu'il avait mis au point avec Eichmann, c'est 25 000 juifs. Et en fait, c'est grâce au réseau et à la bienveillance de la population niçoise, etc. Il a proposé des récompenses, etc. Il en aura 4500, quoi. C'est-à-dire qu'en fait... Et ça, c'est... voilà, au-delà des 527 enfants qui sont sauvés, c'est aussi le résultat de l'action de ces réseaux. Nous, on va inviter donc les auditeurs et ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous reçuivre, puisqu'on rappelle que l'interview, on peut le retrouver sur tous nos réseaux, bien sûr, d'acheter cette BD, surtout, puisque c'est le but aussi que vous êtes là aujourd'hui, aussi pour ça, d'acheter cette BD, de retrouver cette belle... Alors,
terrible histoire, mais belle histoire, en tout cas, que vous avez su remettre en BD, bien sûr, sachant qu'il va y avoir un tome 2, un tome 3. Alors, le tome 3, ce sera spécifiquement consacré à Saint-Martin-Vésubie, parce que là, il y a eu à peu près 1000 juifs, 300 familles, et je pense que ça mérite un tome unique. Et le tome 2 paye, c'est ça? Non, c'est la suite tome des 2. Réseaux. On va parler des justes à Vence, à Grasse, à Cannes, évidemment. Cannes. Voilà. Naturellement, il faut faire un choix, on ne peut pas tout mettre, bien sûr. Mais on va essayer d'être le plus éclectique possible parmi les origines de ces justes. On te recevra à nouveau pour le tome 2, donc, et comme ça on aura peut-être l'occasion d'avoir à nouveau le grand rabbin avec nous, et puis monsieur Bensoussan aussi qui représente la communauté juive de Menton, et voilà, donc en plus le grand rabbin qui parle très bien, voilà, qui passe très bien en radio. Voilà, en tout cas, il est grand rabbin d'un pays étranger qui est voisin, mais c'est pas grave. Grand rabbin de Monaco. Voilà. En plus, il amène beaucoup de pondération, alors que nous sommes trois excités. Donc non, ça permet chaque fois de recalmer un peu le débat. C'était déjà bien de faire au début de l'interview, de faire ce retour sur l'histoire pour bien comprendre, puisqu'il y a des jeunes de nos jours qui ne savent pas l'histoire, qui ne connaissent pas l'histoire. Ça s'adresse aux enfants, c'est écrit du point de vue des enfants. Voilà. Donc, je veux dire, vraiment, en principe, ils doivent pouvoir rentrer très facilement. Et c'est là où ils vont peut-être s'apercevoir la chance qu'ils ont aujourd'hui. Les héros ont leur âge, et voilà, l'idée c'est de leur dire, voilà, c'est des enfants de votre âge, mais à une autre période. Et voilà, et je pense que ça va permettre à certains enfants de relativiser, de bien comprendre la chance qu'ils ont aujourd'hui. Et comme le disait tout à l'heure le grand rabbin, de toutes ces choses qui s'offrent à eux aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Et ne serait-ce que d'avoir une maman, comme ils le disent. Oui, la conclusion est très juste. D'aller avoir la chance de revoir sa maman. Voilà, effectivement. Mon cher Yvon, un petit mot, tu voulais quelque chose qui va sortir, des nouveautés qui arrivent avant qu'on se quitte? On a des nouveautés, mais je serais indécent de parler des nouveautés sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ça. On va rester là-dessus. On reviendra tout simplement. Mais oui, on va devoir revenir. Voilà. Vous savez qu'ici la porte est grande ouverte. La nouveauté, c'est le tome 2 des Justes. Voilà. Et donc le tome 1 qui sort, on rappelle, mercredi 8, officiellement dans toutes les librairies. Exactement, de France, de Navarre et de Monaco, allez va faire plaisir à l'État voisin. Et je suppose que cette BD va faire un petit tour jusqu'en Israël, jusqu'à l'État. Voilà, s'il reste quelques instants. Oui, vas-y. Voilà, j'avais oublié ça. Évidemment, pour promouvoir cette BD, on nous propose d'aller ailleurs. Il y a un projet d'aller au lycée français de Tel Aviv et on espère faire un événement à Jérusalem. Génial. Ça, c'est prévu. On va aller à Rome. Les ambassades sont contactées. Il n'y a rien d'officiel encore, c'est en train de s'organiser. On espère la présenter au pape et je pense que ça sera accepté. Et ça, c'est formidable. Et je peux le dire aussi parce que ça devient officiel. On nous propose une exposition de nos planches pendant le Festival du cinéma de Cannes. Et grâce à des gens formidables, la Société Royale Gentlemen, qui nous propose gracieusement, absolument gracieusement, d'organiser cette exposition pendant 10 jours du Festival de Cannes, avec un cocktail déjeunatoire pour la presse, etc. Enfin, on va tout un événement, un bel événement pour promouvoir cette BD à l'international. On aura l'occasion de revoir Serge Coteau et Eric Soffel. Comme tu l'as dit, il y a aussi un lancement jeudi prochain à Paris avec Yad Vashem, avec le président, M. Pierre Weiss, qui est d'ailleurs le fils de Simone Veil. On en est très très honoré, qui a annoncé sa présence. Et on fait ça au siège de l'Écuge à Paris. C'est l'un des lieux de la communauté juive et c'est même un lieu magnifique. Donc c'est jeudi prochain à Paris. Voilà. Merci encore Jean-Luc, merci monsieur le grand rabbin, très honoré que vous ayez accepté l'invitation vraiment. C'est moi qui vous remercie pour moi aussi très honoré que vous ayez découvert notre jeune radio mentonnaise, voilà, donc ici, et on a l'habitude de recevoir régulièrement Yvon Bertorello, pardon, j'avais Serge Coteau dans la tête. Yvon Bertorello qui nous présente toutes ces bandes dessinées, effectivement. Mais en tout cas, merci à tous. Et puis, sachez que vous retrouverez l'interview dès ce soir sur notre chaîne YouTube et puis, bien sûr, sur notre site internet. Voilà. Merci à tous. Merci, monsieur le grand rabbin de Monaco. Merci. Eric, Serge et Yvon. Merci à vous. Merci Jean-Luc. Et bon dimanche à tous, puisque vous n'avez pas l'habitude de nous retrouver le dimanche. Voilà, c'est exceptionnel. Merci à tous. C'est le retour de la musique. Merci. Bye bye. Tout le week-end, écoute la playlist des meilleurs tubes des années 80 à aujourd'hui. Un week-end en musique sur tes plus belles années.